Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureuse d'être ici parmi vous. Je remercie Madame Wonder qui m'a sollicité aussi, parce qu'il y a 2 ans, nous étions au même endroit. Nous présentions la collection des cahiers du tout le monde consacrée aux pédagogies d'Édouard Glissant. Et j'y avais apporté également une contribution sur la didactique des arts plastiques à travers l'imprédictible glissantien. Donc il y a aussi un prolongement concret à nos enseignements. Voilà. Donc je me présente, je suis donc Géraldine Banaré. J'ai passé une thèse de doctorat en 2020 à l'Université des Antilles, qui justement parlait de ce rapport entre Édouard Glissant et l'univers des peintres. Cet univers qui lui a permis finalement de donner une vision singulière à la matière du monde, parce que dans les univers des peintres dans lesquels il s'immergeait, il y a une vision assez singulière qui est celle de la matière transmuante du monde, avec ses imprédictibles, ses chaos, ses violences, ses heurts, ses rencontres. D'accord ? Donc on pense bien sûr à ces notions qui vont émerger comme chaos monde. Oui. Créolisation, identité, relation, identité, raison. Et là, ça va se faire concrètement par le biais justement des artistes qui étaient ses amis. Donc c'est une découverte, en même temps une immersion, puisque là, c'est vrai que j'ai mis pas mal de diapos pour pouvoir vous montrer, accompagner ma parole, celle de Glissant, avec les univers d'artistes, les peintres, mais également mettre en effet miroir, en résonance, cette parole de Glissant quand elle rencontre les univers des peintres et des sculpteurs. Donc pour cela, il y aura bien sûr une immersion. Je vais vous montrer. Donc ce livre a été publié, puisque je présente ce livre, Édouard Glissant et la poétique des arts, imaginaire du monde et topographie du lieu, qui a été publié en 2022 aux éditions de l'Institut du Tout-Monde. Ça a du sens pour moi. Symboliquement, Glissant est avec moi. Comme il m'a accompagné tout au long du processus d'écriture et d'investigation. Donc, Édouard Glissant, nous le rendons présent à travers, bien sûr, un portrait de lui au moment où il reçoit le prix Renaudot pour son roman La Lézarde en 1958. Et cette espèce de mise en relation aussi avec les artistes qui vont représenter Glissant. C'est un portrait de 2017 réalisé par le plasticien Titouan Lamazou, qui est un peintre voyageur, artiste voyageur de l'errance et du tout monde. Pourquoi ? Quand j'ai pensé cette présentation, je me suis dit, je vais ouvrir avec la question qui apparaît en 4e de couverture. Et cette grande question, c'est pourquoi et comment Édouard Glissant ravit-il les univers des peintres et des sculpteurs pour transcrire sa pensée poétique de la matière transhumable du monde. Pourquoi ? Parce que dans l'anthologie de la poésie, dans l'anthologie L'eau, la terre, le feu et les vents, une anthologie de la poésie du tout monde, cette idée de Glissant, cette aphorisme, cette phrase qui dit « L'idée du monde n'est vivante que de s'autoriser des imaginaires du monde où s'annonce que mon lieu, inlassablement conjoint à d'autres, et en quoi, sans bouger, il s'aventure et comment il m'emporte dans ce mouvement immobile. » On saisit d'une certaine manière que son approche de la matière du monde va se faire par la connexion avec d'autres imaginaires. Elle va se faire par l'entremise de la relation. Il va éprouver la relation. Donc, comme je disais, la peinture comme support de clarification de sa perception du monde, il y a un chapitre de la Chloé du Lamentin qui est dédié concrètement à la peinture. Et dans la Chloé du Lamentin, écoutez ce qu'il dit. La peinture, ce qu'elle nous dit est obscure et rejoint midi. Tant d'espaces qui s'évertuent, ils fouillent dans leur ardeur bleue, ils tourmentent leur matière, puis les organisent,
les revêtent de transparence qui à leur tour en viennent à cette harmonie d'avant-jour. Ainsi apprenons-nous à fréquenter le monde, ses éclats irréductibles et ses lumières répandues, unies comme des limons de fleuves qui s'enlacent. La couleur est le sang noir et brun de ces architectures. Les fractures dénouent des liens opinément visibles. Le dessin laisse mûrir ses fruits. Et cela va se faire, vous comprendrez bien, que finalement, les univers des peintres sont un relais à sa politique. Notamment, Wilfrid Delame, le cubain. Cette toile qui s'appelle La Réunion 1, parce qu'il y a la Réunion 2, Tempéra sur toile. Qu'est-ce qu'Édouard Glissant retrouve? Il va retrouver dans les présences hiératiques et hybrides de Wilfrid Delame cette synthèse ineffaçable de toutes les postures des humanités, Dieu et démons humiliés et offensés. Cette synthèse, elle est presque alchimique, presque métaphysique. C'est une fusion des mystères, des secrets, des transmutations de la matière du monde. Parce que dans son texte, et c'est un texte qui reprend dans La Cohue du Lamentin, c'est un travail que j'ai fait sur la reprise créatrice où Édouard Glissant réinvestit des textes de catalogue d'exposition qui vont faire corps avec ses essais, dans la dimension textuelle de ses essais. Et là, ce qui est important dans ce texte de 2001, qui sert finalement de préface au catalogue d'exposition de Wilfrid Delame au musée d'Appert, c'est au musée d'Appert en 2001, il dit dans ce texte qui s'appelle Iboine, Busard, Totem Fou, l'art primordial de Wilfrid Delame, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, il est possible en peinture et aussi bien en sculpture de nommer la relation. Par cette symbiose des représentations patentes ou cachées des peuples connus ou inconnus, et sans que l'artiste ait à en dédaigner aucune des hommes. Fin de citation. Mais cette présence mystérieuse des invisibles de l'histoire, concrètement, il va faire cette lecture à travers le paysage. Le paysage. Toujours dans La Cohue du Lamentin. Vous savez qu'Édouard Glissant est né en 1928 à Morne-Bezoudun, Sainte-Marie. C'est le paysage des Mornes. Mais on va voir que chez Édouard Glissant, le paysage des Mornes revêt une symbolique, comme le paysage de Delta. D'accord? Par exemple, ici, vous voyez le paysage de Bezoudun. On voit bien qu'il y a aussi la relation entre la terre, ils sont inextricables, et en même temps l'ouverture sur l'ailleurs, avec la mer. Et dans la fameuse Cohue du Lamentin, il va créer un chapitre qui s'appelle Contestation du Morne, des fonds et du delta. Première vue du paysage. Et dans ce paysage, finalement, il va évoquer une forme de descente qui est presque organique, presque matricielle, parce qu'il était seulement âgé d'1 mois. Sa mère Adrienne va rejoindre Fort-de-France, le Lamentin. Elle va aller vers le delta pour y travailler. Et il dit, et ça c'est intéressant, je vais vous donner accès au texte, on va entendre Édouard Glissant à travers ma voix. Adrienne, ma mère, peut être considérée bien hardie d'avoir mis au monde un autre petit nègre, me prit sous un bras et descendit la trace du morne qui menait au bruit éternel de l'eau coulant là en bas. J'avais un peu plus d'1 mois d'existence et il faut douter si j'entendais ce bruissement qui sillonnait dans l'air et semblait arroser toutes choses. Pourtant, je l'écoute encore en moi. L'intense végétation ne présentait pas une faille, pas une éclaircie, mais le soleil la perçait généralement avec une violence sans rage. Je les vois encore, nuit bleue des branchages et des lames des feuilles et vivacité du jour. Il y a ce jeu, cette alternance d'ombre et de lumière. À chaque fois qu'il rejoint le paysage, les univers des peintres, il y a ce travail, ces métaphores autour de l'ombre et de la lumière, du mystère. Je pourrais presque soutenir que ces paysages se sont présentés à moi, ou au moins se sont affirmés ou précisés au long des années comme des symboles vivants, ou plus audacieusement comme des catégories de l'étang.
L'en haut du monde, c'est la légende, c'est le mythe, les origines, c'est les sources, difficiles à pénétrer. La plaine est le monde du travail, à l'évidence celui de l'exploitation, dont il est difficile de s'affranchir. Le delta, c'est l'autre, c'est l'ailleurs, l'ouverture, l'avenir. C'est le monde où il est difficile de prétendre à entrer. Ces sortes de schémas ont de l'importance. Nous savons y déchiffrer par exemple l'histoire des Antillais, débarqués dans les maisons à esclaves puis répartis sur les habitations. Ils trouvaient refuge dans les hauteurs avant peut-être de se tourner vers le delta. Ainsi montaient-ils vers la source par un mouvement qui se donnait aux origines pour mieux désigner l'avenir. Fin de citation. Et cette parole autour de cette trilogie du morne, du delta, enfin de la plaine et du delta, ce sont des éléments qui vont revenir lorsqu'il va s'immerger dans les univers des peintres latino-américains, cubains et aussi européens, parce qu'il va finalement faire se rejoindre les paysages, il va dilater les frontières géographiques, se rencontrer les lieux. C'est cette parole en spirale tourbillonnante, tournoyante qui s'affranchit de la chronologie classique. Et là, je vous ai mis un élément qu'il a mis effectivement dans la poésie du Lamentin, mais ça, c'est quand il rentre dans la description, il le dit bien, ce rapprochement entre le paysage américain et son monde de naissance, Besoudun. Quand je reprends ce voyage tout américain, je repars inlassablement d'un haut de terre en Martinique, dénommé Morne de Pérou ou Morne Pérou. Un morne est une petite montagne ou une grosse colline au sommet arrondi. Mais ces trois mornes de Pérou, de Besoudun, de Reculé se dressent comme des appliques aux abords de la montagne Pelée, au pays du Nord avec parfois des cultures en espalier où je retrouve sur un mode réduit les ventilations stupéfaites des Indes. Donc ce que je disais, ce morne qui va l'habiter, à partir duquel il va faire se rejoindre également des espaces géographiques. Ma thèse, c'est bien topographie des lieux. Ce sont des espaces, mais des espaces empreints d'histoire, des histoires violentes. 1946, là on va entrer dans cette idée des amitiés, des rencontres. Il va partir en 1946 et il va y faire ses études de philosophie où il va avoir comme professeur Gaston Bachar qui va mettre en œuvre la poétique de la matière, la dimension alchimique de la matière qu'on va quand même ressentir dans la vision du monde de Lissin, dans son appropriation de cette matière, et on y sent réellement la dimension élémentaire, l'eau, la terre, le feu et l'air. Pourquoi pas, il dira les vents, d'accord? Et puis les études d'ethnologie avec Jean Val. Ça aussi va augurer d'une belle aventure autour de la création poétique, parce que ces recueils de poésie vont être illustrés par ses futurs amis peintres. 1953, 55, 56, 60, 79, donc les différents recueils de poésie d'Édouard Glissant vont être illustrés par des artistes sud-américains comme Wolfgang Paalen, qui est un mexicano-autrichien. On va le découvrir, je vais vous montrer concrètement. Wolfgang Paalen, Wilfried Lam pour La Terre inquiète en 1955. Wolfgang Paalen, c'est un Chandil en 1953. Vous allez voir. Enrique Zañartu, qui est un Chilien, mais qui lui va avoir une singularité, c'est qu'il va représenter d'une manière symbolique la géologie du Chili, qui sera le prolongement des souffrances humaines. Roberto Malta, peintre chilien, dont vous allez découvrir tout à l'heure les univers très singuliers. Agustín Cardenas, le cubain sculpteur. C'est l'un des sculpteurs. J'ai beaucoup parlé des peintres, mais il y a au moins un sculpteur, c'est Agustín Cardenas. Donc, ce que je disais, il y a la fameuse rencontre avec les plasticiens. C'est-à-dire que quand je dis l'esthétique de la relation, il y a une esthétique relationnelle qui va se nouer à travers les amitiés et les collaborations artistiques.
artistique. La vision des artistes, enfin des univers artistiques, se fait à l'épreuve de la relation. C'est l'altérité. Et ça va se traduire par le livre d'artistes, mais également par l'écriture de préfaces de catalogues d'exposition à partir de 1956 pour la Galerie du Dragon, qui est dirigée par son ami poète, dissident du surréalisme, Max Clarac-Sérou. Il va rédiger plus d'une soixantaine de catalogues, une exposition de préfaces, pas seulement pour la galerie, mais pour la galerie aussi Tessa Hérode, la galerie Loeb, mais il y en a d'autres. Édouard Glissant, quand il va finalement entrer dans la dynamique de l'écriture concrète, quand il va dire son ressenti, il va bien dire qu'il quand il est dans les tableaux, il dit « Des tableaux que je regarde, je ne dis que ceux qui m'intéressent dans ma poésie. En cela, je ne suis pas un critique objectif. Et les peintres ne me demandent pas une classification, une ordination de leur art, mais une forme de complicité. Il ne s'érige pas en critique d'art. Il approche l'œuvre des artistes de manière sensible. Et à travers cette relation sensible à l'œuvre, d'une certaine manière, cette relation sensible fait émerger également sa sensibilité. Tout est question de sensibilité et de ressenti, d'intuition, et non d'enfermement. Il y a aussi l'aventure de l'IME en 1967. On va voir qu'il va créer des ateliers d'art artistique, parce que l'IME, c'est en Martinique. Il va revenir en Martinique en 1965, parce qu'on sait qu'il s'est investi également dans la dimension politique, dans le combat politique, mais il va également, après avoir été assigné à résidence en Hexagone, il ne peut plus remettre les pieds en Martinique jusqu'à 1965. En 1965, il revient, mais en tant que pédagogue, puisqu'il va enseigner au lycée de jeunes filles. Par la suite, il va créer aussi ses propres outils pédagogique, son propre lieu, son propre laboratoire de pédagogique, de didacticien en fait. Un lieu laboratoire qui sera l'IME, l'Institut Martiniquais d'études. Il va également créer à ce moment-là la revue Akuma, qui m'a permis aussi de comprendre et de retrouver les traces des ateliers, parce qu'il faisait chaque fois une restitution écrite des événements qui avaient lieu à l'Institut Martiniquais d'études. Donc pour l'investigation, c'est bien, j'ai trouvé des traces. Il y a également le courrier de l'UNESCO pour lequel il va consacrer un numéro spécial en 1982 aux arts de l'Amérique latine. Ensuite, le fameux musée martiniquais des arts des Amériques va être pensé depuis 1970. Et c'est à la faveur justement de cette rencontre avec les plasticiens, des ateliers d'art plastique à l'Institut Martiniquais d'études. Alors concrètement, et ce qui est bien, cette galerie, elle va ouvrir en 1955, elle va fermer ses portes en 1995, et concrètement, cette galerie sera vraiment un lieu propice à la rencontre entre les peintres et les sculpteurs. Et nécessairement, la poésie va rencontrer également les œuvres graphiques. Parce que c'est né des avant-gardes et de la révolution surréaliste. La Galerie du Dragon, finalement, va devenir le lieu où la peinture et la poésie ont toujours cohabité de manière organique. C'est ce qu'il va dire lors des entretiens avec Martine Arnaud en 1988. Et je vous montre que cette galerie, elle est bien réelle. Là, ce sont des captations d'écran du film de Philippe Collage réalisé en 1987, dans lequel j'ai pu retrouver quelques présences de la Galerie du Dragon, parce qu'elle n'existe plus. Donc à travers ces captures, merci à la technologie, j'ai pu réellement prélever le moment où Édouard Glissant pénètre dans la galerie en 1987, au moment où a lieu l'exposition de Zamora, Eduardo Zamora, qui est un peintre mexicain. Et comment voyait-il cette galerie? Il voit en fait cette galerie comme une sorte de tête chercheuse, jamais comme une galerie institution. C'est là que Cardenas, Cremonini, Velikovic, qui est un peintre croate, Petlin,
je vais vous faire découvrir après Bethlen parce qu'on va revenir à ces personnes. Hulberg et bien d'autres ont été exposés pour la première fois en France. Des artistes sud-américains comme Chavez, Kibisi ou Segui se sont affirmés dans ces murs. Jusque dans les années 60, Mata et Elion ont présenté leurs œuvres au Dragon. À mon avis, ce lieu a joué un rôle historique capital qui sera reconnu plus tard, car les développements foudroyants des modes picturales ont masqué cette importance historique. Mais on le sait, que concrètement chez Glissant, elle sera l'unique. Cette coprésence avec des artistes. Donc, je vais être assez rapide. Je parlais des collaborations avec les artistes. Le livre d'artiste, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène d'expression plastique, poétique et typographique. C'est un lieu, un espace, je dirais, où le langage plastique rencontre la dimension poétique. Parce que souvent, il s'agit d'un travail, des fois, à deux voix, entre un poète et un plasticien ou un peintre. Mais il y a aussi la troisième voie qui est celle du relieur. Pour les livres d'artistes d'Édouard Glissant, c'est essentiellement Georges Leroux qui, lui, entra en résonance à travers l'écriture de Glissant, la poésie, mais aussi les œuvres graphiques pour penser un écrin qui allait abriter à la fois l'univers des mots et en même temps l'univers graphique. Donc le premier que j'évoquais, c'est Wolfgang Paalen, qui va illustrer un chandil. Ce fameux chandil, il s'accompagne de plusieurs œuvres qui vont faire écho à la pierre foudroyée des Aztèques. Et cette pierre foudroyée des Aztèques, qui est mythologique, cosmogonique, elle va revêtir un peu la dimension parcellaire de l'archipel. Parce que dans le chandil, il est bien question de la vision de l'archipel. Ici, j'ai retrouvé sur Internet la belle couverture pensée par Georges Leroux, qui est faite d'éléments très précieux comme du cuir, de l'ébène, de l'acajou, de la résine cuivrée. Un vrai objet d'art. Ici, vous avez Wilfredo Lam dans La Terre inquiète, 1955. Il y a eu un exemplaire unique parce qu'en général, un livre d'artiste, s'il s'agit par exemple de lithographie, peut être multiplié avec bien sûr un tirage numéroté. Dans La Terre inquiète d'Édouard Glissant, avec sa collaboration avec Wilfredo Lam, il existe un exemplaire unique de ce livre d'artiste qui date de 1953. Donc on est réellement dans un processus concret de gestation de la pensée, où vraiment les deux entrent en connivence dans la germination de la création. Et ça, c'est beau. Je vous montre après, hein, La Terre inquiète. Je certifie que le présent manuscrit, donc j'ai retranscrit, hein, La Terre inquiète, poème 1953, on sait que c'est publié en 1955. Je certifie que le présent manuscrit est unique et qu'il n'existe aucun brouillon des textes qui le composent, toutes les versions antérieures ayant été détruites. 21 avril 1954, Édouard Glissant. Donc ici, bien sûr, ce livre s'accompagne, enfin, dans les versions, un tirage multiple, même si le tirage est limité. Il y aura vraiment les œuvres de Wilfredo Lam qui s'accompagnent des formes anthropomorphiques, des figures hybrides qui accompagnent la présence aussi des esprits invisibles. L'indicible accompagne également La Terre inquiète. D'accord ? Donc il y a bien sûr la synthèse ineffaçable de cette coprésence des peuples offusqués, de traces qui sont vraiment significatives à travers l'hybridation. Il crée toujours du nouveau dans l'hybridation finalement. Ici, Enrique Zagnartu. C'est le poème Les Indes de 1956 où, dans la manière même de penser les Indes, il y a cette géographie minérale, puisque Zagnartu, son langage graphique, je dirais pas sculptural, mais graphique,
c'est carrément, c'est déployer le relief andin. La géographie échevelée chilienne avec le côté pointu des reliefs accidentés. Mais lui va lui prolonger réellement à la souffrance d'un peuple qui crie. Mais on va y revenir parce que dans le discours antillais, Édouard Glissant parle de cette géologie envolcanée. Il dit envolcanée. Et bien sûr, toujours pour montrer réellement cette synergie, vraiment dans le processus de germination de l'acte de création, on voit bien l'élément manuscrit d'Édouard Glissant, la poésie qui émerge et s'accompagne vraiment, c'est ce qui est intéressant, le livre d'artiste. On est dans le process. Roberto Matta, Chili. Il va illustrer le ciel noir en 1960. Et ici, il est bien question, là c'est la reliure créée par Georges Leroux, qui fait corps et écho avec les mots poétiques de la terre sanguine à l'univers minéral, tellurique et de Roberto Matta, terre sanguine et minérale. Je vais vous le dire tout à l'heure, mais d'une certaine manière, ce paysage minéral se relie aussi à la psyché humaine, parce que la particularité de Roberto Matta, c'est d'avoir voulu décrire les paysages de la psyché, l'intériorité de la psyché, c'est l'inconscient. Puisqu'il faut savoir que Matta a fait partie du courant surréaliste et que lui, il a réellement été, il a vraiment éprouvé ce qu'on appelle l'aléatoire, l'intuition, l'imprédictible, vraiment dans sa pratique artistique. Et ça va faire écho chez Édouard Glissant. Le chaos monde, il le retrouve dans les univers picturaux de Roberto Matta. Et il va le dire que tous les deux, ils ont eu cette idée de chaos, enfin, Matta a eu l'idée du chaosmos, et lui, en relation, il a eu l'idée du chaos monde. Agustín Cardenas, qui va illustrer le recueil de poésie boise en 1979, qui lui s'apparente, il va chercher dans la forêt, dans l'inextricable de la forêt, qui est une forme de présence drue de l'histoire. Et de l'histoire que l'on sait qui est, comment dirais-je, une histoire qui est non linéaire, mais qui se fait dans la violence et le fracas. Mais aussi avec ces silences très pesants, mais ces silences aussi qui disent des présences autres. Donc, les formes sont réellement totémiques qui renvoient à la relation entre la terre et le ciel. Et là, ces présences totémiques sont disloquées à la manière de l'éclatement du bois et de la violence. Il est question de cela dans Boise. Donc là, on y arrive. Concrètement, là, je vous avais dit qu'il y a un réel travail, donc, à partir des préfaces de catalogues d'exposition, de reprises créatrices des textes initiaux, qu'il va modifier, qu'il va intégrer dans le corps textuel de ses essais. Et cela commence avec l'intention poétique en 1969. Et là, justement, c'est ça qui est beau. Il va imaginer les univers d'artistes et des peintres et surtout du sculpteur, parce qu'il va parler de Cardenas, comme des terres ouvertes. Et les terres ouvertes, on saura pourquoi, parce qu'il est bien question des paysages, mais aussi des espaces et aussi des imaginaires qui vont concrètement formaliser ces espaces. Cela passe, on le sait bien pour moi, par les plasticiens. Qu'est-ce que l'imaginaire d'Isard? C'est la poétique de la matière du monde révélée par les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, c'est un terme qu'Édouard Glissant va reprendre dans le chaos, l'oral et l'écrit. C'est un article qui est paru dans un ouvrage collectif. Et les œuvres de l'esprit, c'est le langage. C'est la manière dont les imaginaires vont formaliser finalement leur présence au monde. Et cela va passer, comme on sait pour les peintres, par la couleur, par les formes, chez les poètes, par les mots, par les métaphores, par le rythme,
chez nous aussi, pour les plasticiens, le rythme est là. Et finalement, le poète va dire les mystères et les vertiges de la matière monde. Peintre et sculpteur vont les formaliser à travers, comme je disais, les formes et les couleurs. Parce que finalement, à partir de l'intention poétique, le poème va clamer les voies au sens, les voies, mais aussi le chemin. Des voies si singulières de Mata, Cardenas, des mondes qui vont être traversés de brumes, d'abysses, de formes totémiques et hybrides, de limons, de touffeurs. Et finalement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'ils vont tracer des chemins dans l'inconnu, les indicibles, ou dans l'infinitude des paysages. Finalement, on est là en présence des imaginaires de la trace qui s'accordent au corps paysage. Vous savez ce que c'est? Que sont les imaginaires de la trace? Il va évoquer ces imaginaires de la trace dans le traité du tout monde en 1997. Les imaginaires de la trace sont nés finalement du gouffre. La fameuse traversée, la barre ouverte qu'il va déployer dans son magnifique texte, qui est de 3 pages, qui apparaît dans Poétique de la relation. La barre ouverte, c'est la traversée, c'est-à-dire cette espèce de béance. Le gouffre matriciel qui va devenir le néant, le tombeau aussi, de ceux qui sont sortis d'Afrique, qui ont péri, mais il y a aussi ceux qui ont survécu. Et ceux qui ont survécu, ils ont résisté. Et la résilience, concrètement, va se faire par le langage. Et le langage, il peut être musical, il peut être par la langue, mais il peut être aussi par la représentation. Donc, dans son essai L'intention poétique, dans le chapitre L'autre d'une terre ouverte, il y a finalement des visions de plasticiens et de peintres qui vont entrer dans cette dynamique-là. Donc, il va de nouveau faire appel au catalogue de préface, au texte qu'il avait écrit, pour pouvoir les intégrer au corps textuel. Mais ça va se faire dans le chapitre Terres ouvertes, qui viennent en écho finalement à ce fameux texte de 1956 qu'il avait intitulé Terre nouvelle en 1956 et qui en 1957 vont se transformer pour Roberto Matta en Terre ouverte singulier. Édouard Glissant va mettre la notion de pluriel en 1969. Et ce qui est intéressant, il y a une mise en relation de leur paysage réciproque. Pourquoi? La fameuse montagne pelée. Roberto Matta, quand Édouard Glissant va revenir en Martinique en 1965, et c'est bien cela que montre le film de Philippe Collage dont je vous montrais quelques captures d'écran, il va en fait relater le moment où Matta avance au départ pour la Martinique, son retour en Martinique, tu remettais le fameux tableau « La montagne pelée ne fume plus, elle fleurit », qui date de 1958. Et d'une certaine manière, je ne sais pas si Matta a fait le voyage dans les années 50 en Martinique, parce que n'oubliez pas que 1958, Édouard Glissant reçoit le prix Renaudot pour la lézarde. La lézarde s'inscrit bien dans le paysage. C'est une rivière. C'est une rivière qui fait carrément la plus grande rivière de la Martinique, qui prend sa source depuis les hauteurs, mais qui également va servir à accompagner les jeunes Mathieu, Taël, dans leur lutte identitaire. Mais c'est un très beau. Donc il y a vraiment la présence de ce paysage qui fait corps avec l'homme. C'est un prolongement. Le paysage est un personnage à part entière. Ce n'est plus un décor. Donc dans le fameux catalogue d'exposition, donc Cardenas, le monde légendaire, Édouard Glissant, pourquoi je vous cite cet élément-là? Parce que ça revient à l'élément que j'évoquais quand Édouard Glissant, quand il investit, quand il s'immerge dans les univers de peintre, il n'est pas un critique d'art. Le critique d'art va classifier, même si maintenant on essaie d'ouvrir au sens du sensible. Édouard Glissant, il va bien dire, et cet élément-là, il dira « D'autres que moi expliqueront ce travail. Les spécialistes le prendront en charge.
Avec passion, j'en ai cherché le soleil. Il me renforce et m'encourage. Ce grand art silencieux parle pour moi, pour vous. Ça, c'est dans le catalogue de 1961 qui va réinvestir dans l'intention poétique avec des modifications. Et ce qui est intéressant, dès l'intention poétique, il y a ce fameux vœu du poète. Parce que maintenant, le poète sait à quoi va s'accorder son chant, sa parole. Parce que le poète, qu'est-ce qu'il fait? Je fais parler Édouard Glissant. Le poète choisit et lit dans la masse du monde ce qu'il lui faut préserver, à quoi s'accorde son chant. Et le rythme est force rituelle, levier de conscience. Il achemine vers cette puissance, la richesse, la rigueur, prosodique, garante du choix, gardienne des conquêtes. La connaissance du monde dans son épaisseur et son air, l'envers éclairant de l'histoire. C'est dire que la poésie recommence au domaine de l'épique. Dans notre univers anarchique, une telle manière de poésie cesse d'être accidentelle, s'impose comme la récolte impérieuse. Elle nomme le drame qui est le nôtre. Feu du divers, combat du disparate, vœu de l'autre. Elle perpétue au chaos ce travail, qui est de poésie seule, d'abattre les murailles, les écorces, d'unifier sans maturer, d'ordonner sans empailler, de dévoiler sans détruire, de connaître enfin chaque chose et cet espace d'une chose à l'autre, ces sèves, ces pays, dans l'aigu de l'esprit et de la toute générosité du cœur. Fin de citation. Et là, je reprends mon souffle. Je vous ai dit, c'est un grand voyage. La projection et la formalisation de musée martiniquais des arts des Amériques. Vous connaissez ce projet d'Édouard Glissant? Oui? Non? Ça y est. Parce qu'en fait, on le retrouve dans la Cohue du Lamentin. C'est réellement qu'en fait, il y a une réelle projection dans un réel avec un enjeu vraiment très fort de parler et de donner sens et consistance à l'histoire des peintres et des créateurs caribéens et américains, mais qui est relié à une histoire tragique. Mais il se dit qu'à travers les langages, finalement, il y a encore la présence des sources. D'accord? Il y a la présence des sources, mais également ces espèces de traces. Il y a ces imaginaires diffractés qui vont reconstruire du nouveau, puisque notre histoire, elle est faite dans la violence. Mais le langage poétique, finalement, à travers la recomposition du divers, des éparts, crée du nouveau. Et c'est ce qu'ils pensent. Donc ils voulaient concrètement un lieu qui pourrait mettre en lumière cette diversité. Donc le fameux projet de musée des arts des Amériques. Et cela va se penser dès, je disais, la création de l'IME. Parce qu'après, il va penser une revue en sciences humaines et sociales qui est ACOMA, qui est le nom de l'arbre. Et cette fameuse revue va paraître de 1971 à 1973 et en 2005, elle va faire l'objet d'une réédition par les presses universitaires de Perpignan. Et c'est grâce à cette réédition que j'ai pu avoir accès à l'ensemble des numéros d'ACOMA et retrouver les traces des artistes à l'IME, en fait. Donc je vous montre. Voilà, donc dans le numéro 1 de la revue, ACOMA, vont apparaître 4 dessins des plasticiens des Amériques et des Caraïbes, donc Agustín Cardenas, Antonio Selic, que je n'avais pas encore évoqué, qui est argentin, Victor Amissé, que vous connaissez, martiniquais, et Irving Petlin, qui est américain, mais on va revenir à Irving Petlin. Et là, je vous remets encore les traces de cette fameuse présence des ateliers d'art plastique, parce qu'il restitue. À chaque fois, il y avait le moment de la restitution, et il y a cet élément fort qui dit bien la présence forte de la culture au sens de l'éveil des consciences. Ce travail de formation laisse ouverte, nous l'avons signalé, la question fondamentale qui est la diffusion populaire et critique des œuvres. L'IME s'attache à ce problème et espère là encore contribuer à élargir un horizon qui sur tous se referme.
Et cela va se faire par les arts. Parce que concrètement, en 1968, ils vont faire un colloque portant sur les rapports de l'art et de la culture en Martinique. Culture réelle, culture parodique, à travers une exposition d'art africain. En 1969, il y aura l'ouverture du centre culturel de l'INE avec une exposition itinérante de l'UNESCO et avec des visites commentées qui seront visitées par plus de 3000 élèves et jeunes. 1970, c'est ce qui nous intéresse aussi. L'exposition de Victor Anissé inspirée des travaux du colloque d'avril de 1968. Le peintre fait en noir et blanc de grands projetés de l'histoire martiniquaise. Et ces espèces de présences de grands projetés seront également la figure emblématique au sens de l'écriture stylistique de l'Institut du Toulon, en rouge cette fois. Donc en avril 1970, lors du Festival de Pâques, il y a les ateliers de peinture et de sculpture, et c'est là qu'en résulte une exposition, et ce sont les premiers éléments d'un musée d'art des Amériques. Et bien sûr, la revue Acoma déjà, au moment où il restitue, mais en 1970, se dit qu'il faut un élément qui permettrait de formaliser ses visions et ses projets à travers cette fameuse l'existence de la revue en sciences humaines, Acoma. Donc ici, vous avez les dessins à l'encre de Chine de Cardenas, et l'original va figurer en couverture du manuscrit du discours antillais. Et n'oubliez pas aussi que les archives d'Édouard Glissant sont maintenant trésor national depuis 2014 et se trouvent conservées à la BNF de France, à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Donc on retrouve également la présence des artistes à travers les correspondances, les fameuses archives de ces rencontres. Donc je ne vais pas m'attarder, mais ici vous avez donc le dessin de Ségui qui représente bien sûr une figure, un personnage très singulier, la fameuse graphie calligraphique de Victor Anissé. Irving Petlin, je ne m'attarde pas, mais on va le retrouver dans le discours antillais et je vous décrirai à travers les paroles de Glissant comment il éprouve l'univers de Petlin. Et vraiment les identités graphiques et visuelles du N2A2 et de l'Institut martiniquais d'études réalisés par le plasticien Victor Anissé, qui sont ces fameux projetés de l'histoire de 1968 qui se retrouvent ici comme identité visuelle de l'Institut du Toulon, fondé en 2006 par Édouard Glissant, qui se voulait être le lieu des rencontres entre tous les artistes et tous les écrivains du monde. Et le fameux logo du musée martiniquais des Arts est ici, le parc à deux qu'on retrouve également sur la tombe d'Édouard Glissant, au diamant. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, parce que ça s'est mis en œuvre dans la réalité. Quand il a pensé ce fameux musée des arts martiniquais des arts des Amériques, il y a eu l'existence d'un catalogue d'exposition en 1999, mais également un colloque qui s'est tenu en 2002 au Palais des Congrès de Madiana. Ouais. Et là, il y avait effectivement des peintres comme Antonio Ségui. Je cherche mon livre parce que je ne sais plus le lire. Parce que c'est trop petit, je ne peux pas vous lire. Mais en fait, l'idée en 2002, c'était que le musée puisse être réalisé dans une usine. C'était l'usine Arinti sur le territoire du Lamentin. Et ils avaient cette vue, en fait, qui disait « Le musée martiniquais des Arts des Amériques s'installera dans l'immense espace de l'ancienne usine du Larentie au Lamentin et peuplera de ses œuvres diversifiées ce qui fut le domaine monolithique de la canne à sucre, pour nous combien chargé de nostalgie lucide. Les cimaises et les tenons s'accrochent aux poutres redressées, aux chaudières rétamées, aux moulins à broyer, d'où le jus ne coule plus. Elle supporte ces œuvres qui donneront un nouveau sens au lieu. Le Larentie conjoint aux Amériques. C'est
Ce n'est pas rien parce qu'à la fois, vous avez cette fameuse présence de l'histoire à travers le paysage, et l'usine du Larentie dit bien l'univers plantationnaire avec aussi à la fois la présence de la traite, d'une certaine manière, effectivement après l'abolition, bien sûr, toujours cette économie de plantation de la canne à sucre, mais avec un autre système qui va aussi donner forme à des révoltes, puisque les ouvriers des plantations étaient également, comment dire, exploités. Et ce fameux donc musée devenu aujourd'hui, puisque vous savez que l'usine du Larentie a été détruite, donc le musée n'a pas pu voir le jour en ce lieu. C'est devenu un musée nomade, itinérant qui voyage dans l'espace, dans les lieux. Et ici, cette idée du musée nomade, il a fait vivre dans la section de la Cohue du Lamentin, dans la section lieu, occasion et prétexte. Et ces fameux écrits que j'évoquais, ces catalogues de préface, ils formulent le souhait de les réunir en un volume intitulé La pluie de sable, qui peut-être est un lieu de Paracas, au Pérou ou d'ailleurs. Et ce fameux lieu, La pluie de sable, quand j'ai fait mes recherches, ce lieu est assez singulier parce qu'en fait, la constitution géologique du sol permet en fait la conservation d'étoffes très fragiles, notamment les peuples de Paracas. Et les archéologues ont retrouvé intactes des étoffes brodées. Et c'est grâce en fait à cette géologie singulière. Et d'une certaine manière, n'oubliez pas que la parole de Glissant s'inscrit dans le limon, dans cette espèce de géologie du paysage en tant que dans la forêt également, mais aussi dans la terre. Et la pluie de sable, c'est une manière finalement qui conserve les imaginaires, les sources, mais aussi qui vont révéler aussi la présence des peuples, c'est le substrat. Et ces écrits sur la peinture et les arts donc, seront réunis en un volume intitulé La pluie de sable. Voilà. Traduction peut-être de Paracas, qui est l'un des plus hauts lieux du Pérou, lequel nous importe, sur le versant des Mornes, de Martinique, ou à l'infini des hauteurs des Andes. Fin de citation. Quand je disais qu'il relie les paysages. Je ne vais pas aller peut-être jusqu'au bout de mon diaporama, mais ce que je veux dire, c'est que ce fameux musée martiniquais, il est là. Il avait vraiment visualisé un travail où seraient réunis des spécialistes qui pourraient justement éclairer sur les rouages cachés des interconnexions entre les peuples, parce que subsistent également des éléments stylistiques, des représentations aussi du monde de l'invisible, des cosmogonies qui surgissent. On le voit avec Wilfrid Olam, d'accord ? La présence aussi de l'Afrique à travers ses réminiscences. Quand je parle de Wilfrid Olam, il a été quand même initié à la symbolique des Orichas par sa mandrina Mantonica Wilson, qui elle connaissait les attributs d'Ogun Ferraille, du Descarrefour. Et d'une certaine manière, Wilfrid Olam donne à voir ces présences invisibles. Concrètement, elles s'incarnent dans le monde de l'espace, de la toile, le monde pictural. Et ça a intéressé Glissant. Il y a aussi l'appel aux peintres. J'avais évoqué le courrier de l'UNESCO, parce que dans son texte inaugural, La route bruissante, silencieuse, rien n'est vrai, tout est vivant, extrait de la terre, le feu et les vents, l'eau et les vents. Qu'est-ce qu'Édouard Glissant dit ? Nous rêvons de paysages qui nous façonnent, boue et braise, marée et typhon, terre et feu, et eau et air. C'est bien la vision alchimique élémentaire. 1982, je vous avais évoqué le courrier de l'UNESCO. 1982, il consacre en tant que directeur, parce il est nommé directeur du courrier de l'UNESCO et va consacrer justement un numéro aux arts d'Amérique latine, dans lequel il va rédiger un article qui s'appelle « Pastel pour 4 artistes des Amériques ». Et son texte est dédié à 4 peintres. Le Chilien Roberto Mata, l'Argentin encore Antonio Segui, Gamarra, je vais le dire, c'est un Uruguayen. Le Cubain Wilfrid Olam et l'Uruguayen José Gamarra. Et dans l'éditorial du courrier, il est mentionné que l'art des Amériques latines
est inséparable de cette dimension désormais fondamentale, le mélange des cultures et leur dynamisme renouvelé à partir d'un tel métissage. Henri Guédon, est-ce que vous connaissez Henri Guédon? Édouard Glissant, en tant que directeur du courrier de l'UNESCO, va dédier un texte qui est consacré à une exposition qui a lieu à la galerie Guerre et Paix en 1986. Et d'une certaine manière, à travers le texte qu'il dédie à Henri Guédon, qui est à la fois aussi un musicien, parce qu'on va voir que cette œuvre elle est synesthésique, qu'il a réalisée sur une partition musicale. Tous ces éléments stylistiques, tout ce bruissement de silhouettes, comme des musiciens d'ailleurs, qui s'appelle Mardi Gras, qui est réalisé sur une partition musicale, on est bien dans une œuvre synesthésique parce qu'on semble entendre des résonances, la polyrythmie, le bruissement, le foisonnement, l'inextricable et la joie. Mais ce qu'il évoque également, c'est que dans le texte que je vais vous lire, l'artiste caribéen finalement doit pouvoir jouer sa partition au mouvement du monde. Il doit pouvoir en révéler ses beautés, mais aussi en sublimer les figures. Parce que, je cite Édouard Glissant, j'aime beaucoup faire parler Édouard Glissant parce que l'idée c'est vraiment d'ancrer ce rapport au peintre avec sa parole. Les peintres et sculpteurs de la Caraïbe vivent en ce moment une intéressante aventure. Il leur faut à la fois établir un inventaire vivant des formes qui sous-tendent les cultures de leur pays, formes données dans le réel antillais, et engager ces formes dans le processus complexe de l'art moderne, c'est-à-dire en fin de compte dans la multiplicité audacieuse des relations entre les sensibilités de l'œuvre dans le monde entier. Un tel travail met en jeu le passé, qu'il faut redécouvrir et signaler. C'est comme s'il fallait recomposer le temps éperdu de nos veillées, reconstruire une histoire et la doter de ses monuments internes, mais sans perdre ce temps, élargir aussi la vision à tant d'espaces supposés, donner en marge de notre longue pérégrination ou enfouis au lieu de notre enracinement. C'est ce qui confère à ces artistes et à Henri Guédon ici cette pertinence réaliste qui schématise les formes en même temps que ce rythme du trait dégagé de toute convenance, qui balance et vire comme la baguette d'un sourcil. Nul doute que voici l'entassement d'où surgiront nos esthétiques de ciel éternué. On est bien dans la Chine. Il a la patience des argiles rouges, la vitesse des lianes, la sérénité d'un peuple de masques. Strate après strate, le jour va. Il nous prend déjà dans son grand matin. Je vois qu'il est déjà... On est à 57. Il y a Serge Hélinon, je ne vais pas... Là, c'est la présence du passé, du présent et du futur, parce que Serge Hélinon, il va créer des portes du monde. Parce que son matériau de prédilection, ce sont les éléments qu'il retrouve rejetés par la mer. Ces éléments sont issus du ressac. La mer, on sait qu'elle a une importance dans le livre récent. Mais chez les plasticiens également, l'élément qui prélève le matériau plastique également va revêtir une dimension politique de la mémoire. Parce que les portes, on va faire parler d'Édouard Glissant quand il rejoint l'univers de Serge Hélinon, ce qu'elles mettent en rapport n'est pas ce qu'elles mettent en rapport n'est pas un au-dedans et un en dehors, non pas seulement. Elles relient l'hier à l'aujourd'hui, la mémoire à la mémoire, l'Afrique aux Afriques. La Caraïbe a tous ses antécédents, avérés ou secrets. Elles sont des totems, elles sont des stèles. Et elles ouvrent aussi d'invisibles transparences dans leur composition tourmentée. Et là, on va en arriver à l'esthétique du chaos, l'inextricable du monde par la beauté tremblée. Et on va arriver à la fin, parce qu'en fait, vous voyez, tout ce long process va aussi vers une esthétique du chaos. Mais la beauté tremblée n'est pas le beau figé, n'est pas le beau dans son figement. C'est la beauté dans ses inextricables, dans ses imprédictibles, sans précédence, mais aussi dans cette violence aussi de l'histoire qui se fait, et qui se construit aussi dans une forme de résilience malgré tout. Parce qu'est-ce qu'il va dire dans Philosophie de la relation de milieu? Imaginez que la beauté se hausse à la conjonction de tant de bouleversements, et que ce que nous appelons l'esthétique en est peut-être et d'abord la façon non normative
la trace des lieux où les différences s'opposent et s'accordent. Fin de citation. Et il y a un peintre qui dit bien cette présence, cet antagonisme entre relations et aussi accident, c'est bien Roberto Matta qui, à travers ses formes, va aller dans la conscience du monde et de l'histoire. Que l'artiste nous perd dans le lacis délibéré de ces mots de désordre, qu'il invoque moteur de son œuvre, l'injustice à combattre, la violence comme richesse, la haine comme ferment, l'histoire comme aliment, la révolution comme poétique, ce sont là moments. Il faut suivre de plus loin, de plus près la gestation. Il faut guetter ce qui vient, l'homme nouveau, enfin équivalent au monde nouveau. Ne nous prenons pas au piège du disparate que nous tend le créateur de forme, c'est Matta. Il joue à fond, il dépeuple la prudence artistique, il nous compromet avec lui dans l'apparent désordre, mais l'intention est là. Toujours dans l'intention politique. Et voilà l'univers de Matta. La terre est un homme. Et ce qui est grandissant, on va voir qu'il y a cette espèce de perpétuel mouvement dans sa construction de l'espace, de formes organiques qui apparaissent, qui disparaissent, de l'ombre et de la lumière. Métaphoriquement, la terre est un homme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et qu'est-ce que ressent Guisson? Qu'est-ce qu'il dit dans cette œuvre de 1942? N'oubliez pas que le monde est traversé par quoi? Par la guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Il faut dire cette présence de l'homme dans cette terre chahutée, dans ce chaos mondial. Qu'est-ce qu'il va dire, Édouard Glissant? Bien à la gauche du tableau, la terre est un homme, et tout autour de la lumière centrale, il y a déjà des surgissements, comme des naissances chaotiques qui expriment bien l'identité que vante le titre. La terre est un homme, et tout homme est une terre chahutée dont il serait vain de régler l'éclat à la manière d'un luminaire. Monde qui surgit, où les floraisons rigides ne se conçoivent pas. L'espace est ici éclatement, l'humain est démesure, la pensée est encore chaos, mais la lumière est celle du noble déjà. C'est ton espoir dans ce monde chahuté. Et là, il va entrer dans la psyché humaine avec les Beowulf. Il va créer une morphologie d'être, la morphologie anthropomorphique, mais en même temps acérée, presque agressive, qu'il appelle les êtres avec. Et ici, il va dire qu'en créant les êtres avec, Édouard Glissant va prolonger la parole de Glissant, il dit les mots de Matta. J'ai fait des personnages, dit Matta, pour monter sur le train des visions des autres. Il va dans l'inconscient. Entendant qu'il a passé de l'exploration intime à l'analyse des visions les plus forcenées, comme les plus inconscientes de chaque homme. Il entre en chaque être. Édouard Glissant, l'intention poétique. Là encore, on est dans cette morphologie des êtres avec, parce qu'il a connu les masses de Nouvelle-Irlande, ou parce qu'un homme à ce point sujet aux affres du choc intime ne reste pas indifférent devant les conflits qui habitent les hommes. Matta fait des personnages. Fin de citation. Et là, on va terminer avec Matta, à River. Cette morphologie fantastique, agressive, dévoile nos appétits et nos démesures. Concrètement, il va figurer les camps de concentration. Ouais, parce que la presse va montrer ces fameux camps de concentration après 1945, après la libération, et c'est la première toile dans laquelle il va dénoncer explicitement le monde concentrationnaire dont l'horreur a été révélée par les journaux. C'est bien la présence de l'histoire, mais dans sa dimension du drame. Et il va aussi parler de ceux qui ont été assassinés, des guerriers de l'espoir à travers Contre-vous, assassin de Colombe 1950, dans laquelle il va aussi, Édouard Glissant va voir que l'espace est le lieu d'une souffrance qu'il faut résoudre. Et dans les assassins de Colombe, Contre-vous, assassin de Colombe, il va évoquer également son ami Federico Garcia Lorca qui a été assassiné pendant la guerre civile en Espagne. C'est un hommage aussi à Federico. Et là, après la guerre, bien sûr, il y a la fameuse... comment ça s'appelle? Le macartisme. La chasse aux sorcières. On recherche les communistes.
Et là, on va accuser les Rosenberg, un couple qui va finalement être mourir sur chaise électrique. On va dire qu'ils sont là pour l'URSS. Et on va voir qu'il y aura finalement un problème de communication qu'Édouard Glissant va formaliser à travers ces mots-là. Du problème de communication dont témoignent Harwever, Benny et les autres trois de la série des conflits, au problème de la solidarité, les Rosenberg contre vous assassins de Coulomb. La liaison est continue, même écueil devant l'opacité, même écartèlement, même espoir. L'espace est le lieu d'une souffrance qu'il faut résoudre. Donc cette toile de 1951 fait écho à l'exécution des Rosenberg. Parce qu'il a assisté au procès au sens de la presse. Parce que ce procès, il est médiatisé. Et on sait qu'à la fin, les Rosenberg, le couple sera tué pendant le macartisme. Il y a aussi l'espoir, les germinations, les efflorescences, la germination, la rosée, les travaux de pollen, ce qui est espace d'avant l'espace, fondement et enracinement. Cela maintenant se déploie et devient visible. Du chaos, il y a une étoile finalement pour reprendre ça. Et là, concrètement, dans les univers picturaux de ma classe, se manifeste la présence des hommes et des germinations possibles, d'un futur, malgré le chaos. Le discours antillais. Je vais m'arrêter au discours antillais. Il y a la présence des peintres. Parce que quand il va écrire le discours antillais, il va mettre en incipit de son antillais un extrait de Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Il disait, qu'est-ce qu'il disait? Je l'avais écrit. Il disait par rapport à quelle tâche colossale qu'est l'inventaire du réel. Et cette fameuse tâche colossale que l'inventaire du réel, elle va se faire par des prismes au sens de multiplier en fait les univers de recherche. C'est pour ça que les univers des peintres sont essentiels pour Édouard Glissant. Il va réussir à faire parler cette matière du monde en entrant dans le sensible, dans cette formalisation par la coprésence des formes qui disent l'histoire. Et comme vous avez vu chez Mata ou bientôt Zania, trouve cette espèce de présence de l'histoire dans sa tragédie, mais aussi dans l'espoir. Donc il y aura aussi la peinture haïtienne, je ne vais pas vous montrer, mais c'est pour vous dire que la tâche, elle était immense en fait, passionnante, jubilatoire. Donc la présence, c'est pas anodin. À la fois ses amitiés avec les artistes peintres. En même temps, il fait vivre cette amitié au sens de la création, parce que ça va nourrir son imaginaire et son geste de créateur. Il va faire vivre cette présence-là et ça va continuer à prolonger sa vision de la matière du monde, mais dans sa transmutabilité, dans ses imprédictibilités. Voilà. Et puis le discours antillais, la fameuse réunion dans cette toile, Édouard Glissant, il voit finalement le paysage américain. Parce qu'il dit chez Wilfrid Olam, la poétique du paysage américain, accumulation, dilatation, charge du passé, relais africain, présence des totems, elle dessine. Du redoublement de rue de la jungle aux aérés à peine touchés de couleurs, où tant d'oiseaux mythiques se posent. Peinture de l'enracinement et peinture de l'envol. Fin de citation. Le discours antillais. Mata revient dans le discours antillais pour dire le paysage américain. Mata figure les conflits ardents où la psyché des hommes se forge aujourd'hui. Peinture de la multiplicité. J'ose dire du multilinguisme, la coprésence des langues. Comme il aurait dit pour le multilinguisme. J'y ressens comme continuité visible le rapport du dehors-dedans, l'éblouissement de l'ici et de l'ailleurs. Fin de citation. Et ce fameux Zagnartou, vous voyez, le paysage des Andes. Qu'est-ce qu'il va dire? Je disais bien que ce paysage des Andes se rapporte au cri. Dans l'œuvre peinte de Zagnartou, les massifs des Andes se sont apurés en une seule pointe, mais qui se multiplient en une lancinante présence. Ce volcan sans cratère se divise parfois.
C'est soudain la silhouette d'un homme coupé à mi-corps, ses jambes glacées d'une absence d'air. Le feu y prend sa source. Voici soudain que le Chili nous crie. Tout ce qui touche à cette terre épelle en notre sens. L'autre Amérique nous prend. Nous voici tenus de connaître ce dont nous avons été si longtemps coupés. L'énorme échevellement de mort où chemine l'espoir têtu des peuples alentours. Fin de civilisation. Fin de citation. Pourquoi? Je continue après. On va voir que ce fameux paysage gisant va résonner aussi dans le paysage des morts. Je le dis, il va le dire dans le discours antillais. Civilisation du maïs, du manioc, de la patate douce, du piment et du tabac. Culture bâtie à partir de la colonisation autour du système des plantations. Terre à vocation de syncrétisme. Agissant. Nos pays se rejoignent à partir de 3 lieux. Le haut des Andes où la passion indienne perdure. Le mi-temps des plaines et des plateaux où le métissage s'accélère. La mer Caraïbe ou les îles présagent. J'ai dit en introduction à ce livre que le paysage martiniquais, le nord et le mont, la plaine du mi-temps, les sables au sud, reproduit en résumé de tels embages. Fin de citation. Alors, on est à 1h11. J'avais parlé de Petlin Hulbert. Concrètement, il va les rencontrer lors d'une exposition à la Galerie du Dragon. On en revient à la galerie. Il va faire revivre son ressenti des peintres parce qu'il va écrire des préfaces. Il va les réinvestir dans le discours antillais. Et dans 8 artistes de Chicago, ces artistes, en fait, vous savez qu'au moment où ils créent, ils vont entrer en résistance. Ces peintres de Chicago et de Californie, parce qu'au moment où émerge l'école de Chicago, ce que connaît l'Europe, c'est la peinture gestuelle américaine. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les peintres vont se dire que ce réel, il a été vraiment défiguré par la cruauté. Ils ne seront plus en capacité de le représenter et ils vont passer par une dissolution de la forme, de la représentation, ils vont passer par l'abstraction lyrique. Ces peintres que je vais vous nommer, que Guisson va évoquer dans le discours antillais, Hulbert et Petlin, eux vont figurer le réel. Ils vont également dire le drame que traverse l'Amérique, c'est-à-dire la ségrégation raciale, la persécution, la marche pour les droits civiques, tout ça va figurer également dans les peintures de ces artistes-là. Ils vont dire leur réel. Donc voici Hulbert, et c'est le fameux peintre états-unien. Il va dire dans ce paysage d'Amérique, où il est question de ruines et de ferrailles, et ces ruines et ces ferrailles prennent naissance sur les vestiges des plantations, cette plantation que décrit Faulkner aussi, le Luclos. Il va travailler dessus. Et qu'est-ce qu'il va y voir dans la peinture de Faulkner, mais de Hulbert? C'est donc les États-Unis tels que le peintre les voit. Certes, il y a là dans les fières et nettes architectures la voie de la ferraille, du déchet. Dans l'impeccable montée des buildings, la présence secrète des champs décomposés. Hulbert ouvre l'ordre et l'apparence alors possible inexplorée. Le silence chez lui n'est pas net, on y sent le fer qui roule. Il n'y a pas d'universelle germination, mais du bois qui explose et que l'homme sans cesse refaçonne. Fin de citation. Petlin, là je vais faire parler le plasticien. Parce qu'un plasticien, finalement, quand il formalise le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il est poreux au rythme du monde, au bruissement du monde. Dans ses chaos comme dans ses beautés et dans ses émergences. Il va dire à l'occasion de cette exposition de 1962, il sera le témoin de la persécution d'une arène improvisée par des enfants, et il va voir des enfants qui tourmentent en taureau. Et il va écrire en préambule à son exposition. On voit bien en fait quelle est la démarche de Petlin à travers ces mots. La folie de ce jeu était le reflet d'un monde qui est inacceptable, si tel est son reflet. Ma répugnance à être le témoin de ce jeu est du même ordre que mon refus d'accepter une terreur plus grande encore, à savoir qu'il doit toujours y avoir des buts,
des gens brutalisés, des spectateurs. Tant que cela existera, il y aura toujours une partie de l'humanité qui toujours s'opposera à l'usage de la force et de la peur. Et on sait que Pékin entre dans cette dynamique. Et dans le septembre ardent de 1964, Édouard Glissant va dire que l'humanité, selon Pékin, se fond en cette victime, le nègre des États-Unis, d'un des drames des temps actuels. Il est d'autres espaces, tant de tragédies irrémédiables. Pékin les avoue. Leurs acteurs sont inscrits dans sa peinture, attendant qu'il les nomme. Il est comme nous, contemporains de leur martyrs, espérant qu'il nous accepte. Aussi n'y a-t-il pas rupture de son projet primordial à son sujet engagé d'aujourd'hui. Je n'en veux pour preuve que ces bouts qui s'attachent aux pieds des personnages comme pour rappeler le limon originel d'où ils tirent sans doute leur force, leur pouvoir de résister. Fin de citation. Vous voyez comment cette parole autour des plasticiens, elle est riche, cette parole de Glissant autour des plasticiens. Là, il va dire, dans Semaine en Dox numéro 1 de 64, les gens entravés de chiens féroces portent l'être vers son possible ailé, l'enracinent dans la terre-mère. L'homme n'est pas un roseau pensant, mais bien plutôt, selon Shakespeare, une forêt qui marche. Fin de citation. Et je vais conclure dessus parce que je pense que là, c'est vrai que je peux faire la synthèse de 500 pages, il fallait aussi que je vous fasse voyager dans les univers, dans la parole de Glissant et dans l'interaction entre le visuel et la parole de Glissant. Il y a bien une parole des paysages quand il va fréquenter les univers des peintres. Et on a vu que cette parole des paysages va se faire à travers cette présence, cette manifestation, cette formalisation des indiciers. Mais aussi la présence de l'histoire passée, celle actuelle, des drames au moment où Édouard Glissant va préfacer le catalogue de 1964. Il y a les violences, les marches civiques qui sont sévèrement réprimées. La marche pour les voies civiques, on envoie les chiens. Et donc, d'une certaine manière, les peintres formalisent ce monde actuel. Et Glissant va épuiser également sa politique. On est presque à la fin. D'ailleurs, il nomme même le fameux texte de 1979 qu'il préface pour son ami Cardenas, 7 paysages pour les sculptures de Cardenas. Et là, il y a un élément qui va faire apparaître. La politique de résistance, c'est la présence de l'artiste quand en fait son œuvre réussit. Et ça, c'est important de le dire. L'artiste devient un réactiveur. C'est pourquoi il est à lui-même un ethnologue. C'est bien ça. Un historien, un linguiste, un peintre de fresques, un architecte. L'art ne connaît pas ici la division des genres. Ce travail volontaire prépare aux floraisons communes. S'il est approximatif, il permet la réflexion critique. S'il réussit, il inspire. Et là, quand Édouard Glissant nomme les artistes, ce sont ceux qui l'inspirent. Je vous remercie parce que je pense que vous avez été très courageux. Il y avait d'autres, mais c'est trop... Parce que j'allais dire que l'histoire n'est pas finie, et là vous allez dire « oh là là ». Parce que concrètement, Agustín Cárdenas le dit à travers ses fortes techniques de 1968. Et notre temps n'est pas un temps chronologique. Pays de la Caraïbe, notre conception du temps n'est pas celle linéaire du temps occidental. Malgré nos assimilations, nous avons par exemple dans les pays de la Caraïbe, des pays créés, un temps naturel qui n'est pas le temps culturel de l'Occident. Cette naturalité va casser la belle ordonnance du temps linéaire. Nous avons une conception du temps en spirale qui ne correspond ni au temps linéaire des Occidentaux, ni au temps circulaire des précolombiens ou des philosophes asiatiques, mais qui est une sorte de résultante des deux. C'est-à-dire avec un mouvement circulaire, mais toujours une échappée de cette circularité vers autre chose. C'est ce qui constitue la spirale. Fin de citation.
La porte du soleil, c'est ce mégalithe pré-incaïque dans lequel il va situer l'œuvre alchimique, la présence des portes de l'histoire de Cardenas, au seuil de ce mégalithe pré-incaïque, andésite d'ailleurs que je nomme dans ma 4e de couverture, qui est situé sur le site de Tiahuanaco en Bolivie, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, qui est en fait la présence concrète d'une civilisation dont on a perdu réellement. Il n'y a que les artefacts qui subsistent. Et c'est cette fameuse porte, ce fameux seuil à travers lequel il va faire également entrer l'œuvre de Wilfredo Lam comme s'il était le chaman de nuit. Ça je nomme chaman de nuit, c'est Glissant qui le dit. Et également les portes sculptées par Cardenas qui évoquent les hauts plateaux. Voilà. Et puis on va terminer par cette belle citation d'Édouard Glissant qui met en résonance tout ce que je vous ai dit en fait. La pensée de l'autre, c'est la générosité morale qui m'inclinerait à accepter le principe d'altérité, à concevoir que le monde n'est pas fait d'un bloc et qu'il n'est pas d'une vérité la mienne. Il n'est pas qu'une vérité la mienne. Mais la pensée de l'autre peut m'habiter sans qu'elle me bouge sur mon air, sans qu'elle m'écarte, sans qu'elle me change en moi-même. C'est un principe éthique auquel il me suffirait de ne pas contrevenir. L'autre de la pensée est ce bougement même. Là, il me faut agir. C'est le moment où je change ma pensée sans en abdiquer l'apport. Je change et j'échange. Il s'agit d'une esthétique de la turbulence, dont l'éthique qui lui correspond n'est pas donnée d'avance. Si on admet ainsi qu'une esthétique est un art de concevoir, d'imaginer, d'agir, l'autre de la pensée est l'esthétique mise en œuvre pour moi, par vous, pour rejoindre une dynamique à laquelle concourir. C'est la part qui m'est dévolue de l'esthétique du chaos, le travail à entreprendre, le chemin à parcourir. Fin de citation. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et je suis prête à échanger avec vous si vous avez des questions. Distinguer deux périodes dans l'œuvre d'Édouard Glissant. Il y a une période que je qualifierais de l'assignation, où les concepts foisonnent, ils ne sont pas nécessairement de lui, ils viennent d'autres philosophes, mais il les a approfondis, il faut le reconnaître. Et puis une période que j'appellerais plus poétique, où la dimension familiale, personnelle, prime dans l'œuvre poétique. Okay. La première période que j'appelle celle de l'assignation, c'est celle où les œuvres expliquent la peinture, les œuvres d'art, etc. Et en même temps, il leur dit qu'ils ont, enfin les artistes, il leur reconnaît un droit à ce qu'il appelle le droit à l'opacité, c'est-à-dire à une espèce de secret de l'œuvre que l'on ne peut pas expliquer ou que l'on ne veut pas expliquer. Okay? Parce qu'il n'y a pas là une projection de l'humain dans l'œuvre. Okay? C'est donc l'œuvre qui explique le travail artistique. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Et la seconde période, qui est une période où il a énormément développé son œuvre poétique, et notamment dans le dernier recueil qui est paru aux éditions de l'Université d'York, il se confie. Il parle de ses voyages, des choses qu'il a ressenties, qu'il a vécues. Et il parle de toutes ces choses-là avec énormément d'émotion. Et c'est cette partie de l'œuvre d'Édouard Glissant que j'apprécie, moi, personnellement. Parce qu'elle le rapproche d'écrivains que j'aime beaucoup, de poètes que j'aime beaucoup, tels que l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa. Okay. Par exemple, pour un exemple, à titre d'exemple, prenons le livre de Mario Vargas Llosa qui s'intitule Éloge de la marâtre. Okay. Les œuvres illustrent la pensée de Vargas Llosa et non l'inverse.
elles illustrent tous les chapitres du livre. Okay, et on y découvre comment des œuvres qui existent depuis 200 ou 300 ans parlaient de l'âme humaine, qu'il décrit justement dans ce livre-là. Il en est de même d'un grand poète qui s'intitule Pierre-Albert Jourdan. Son œuvre, c'est celle de la retenue, de l'humilité, okay, du taoïsme. Okay, et je trouve que ces œuvres parlent de l'âme humaine plutôt que d'utiliser la peinture au forceps pour pouvoir faire dire à la peinture ce qui en réalité n'existe pas. Pour moi. Pour vous, la première période relève effectivement de... C'est-à-dire que quand j'ai évoqué l'idée, la relation à l'art, enfin au sens des amitiés, ça commence dès 47. Ça, c'est dans le livre, parce que quand il arrive en 46, il va rencontrer Roberto Matta, qui fait sa première exposition à Paris. Donc c'est le premier artiste au sens surréaliste qu'il rencontre. On sait que le surréalisme, c'est quoi? C'est la beauté convulsive, c'est l'inconscient, c'est l'imaginaire sans frein. Et Matta collabore avec Henri Pichette, qui est un ami commun à Édouard Glissant, qui va créer la pièce Les Épiphanies, qui parle du cycle de la vie. Donc déjà, ça se met déjà concrètement d'une collaboration avec l'artiste Matta qui va réaliser les décors de la pièce de théâtre. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, cette relation d'abord aux peintures relève réellement, elle est à l'épreuve de la relation et des amitiés. Et après, il y a Max Clarac-Sirou, qui est un ami qui lui aussi est un transfuge du surréalisme dans la mesure où lui aussi, il aura plusieurs casquettes. Ce sont des gens qui sont sans limite et qui en fait ont une sensibilité singulière. Parce qu'il sera à la fois un éditeur, il va créer une revue qui s'appelle Rix, dans laquelle il va faire intervenir des poètes, des peintres, Matta justement. Et en même temps, pendant qu'il est aussi un éditeur qui crée les revues, qu'il est en même temps poète, qui côtoie les peintres, il se dit je côtoie les Cubains, je côtoie les Caribéens, mais j'ai envie d'un lieu qui va donner réellement, qui sera le lieu de la rencontre en fait. C'est d'abord un lieu de rencontre et Édouard Glissant va vivre ça aussi comme le lieu de la rencontre des imaginaires. Donc au sens de la sensibilité et de la mise en formalisation des intuitions du monde. Parce qu'ils viennent de tous les coins du monde, de tous les horizons. Et Édouard Glissant, il n'ira pas vers la vision critique de leurs œuvres, il va réellement entrer dans cette idée de la relation au sens apprendre à connaître qui est l'autre, avec ses indicibles, avec leur mystère, avec l'inconnu, parce que l'inconnu chez Glissant, l'inconnu n'est pas un frein. L'inconnu peut laisser place à ceux qui ne terrifient plus et qui peut permettre, c'est ce qu'il dit dans le gouffre. Parce que d'une certaine manière, il y a ceux qui ont vécu à la traversée. Et même quand ils sont arrivés dans ces fameuses terres nouvelles, parce qu'ils ont été arrachés à l'Afrique, ils ont fait ce long voyage périlleux et tragique, cette mer, cet Atlantique qui va servir également de cercueil, l'abîme, il y en a qui vont survivre. Et la survie va se faire aussi au moment où ils arrivent dans ces nouvelles terres, ils ne parlent pas la même langue. C'est pour ça que je pense que la création artistique, elle est fondamentale pour donner vie à la notion de trace, des imaginaires de la trace. Parce que concrètement, ça s'est fait à travers le conte, ça s'est fait à travers le créole, la langue, ça s'est fait à travers la danse, ça s'est fait à travers la percussion. Vous voyez ce que c'est pour ça. Pour moi, je pense que la rencontre avec les peintres, elle est fondamentale pour penser la création de la matière processuelle du monde chez Glissant. C'est vrai, on pourrait penser qu'Édouard Glissant n'a jamais écrit en créole. Or, je vous invite, c'est dommage, il aurait fallu que j'ai le livre parce que je n'ai pas de mémoire, mais je vous invite à lire Malmort. Il a écrit La Lézarde
ensuite le 4e siècle, ensuite Malemort, son 3e roman. J'ai fait un dossier sur la lézarde et dans un chapitre, j'ai intitulé un chapitre « En créole dans le texte ». Et j'ai relevé quelques termes, quelques expressions. Par exemple, il pêchait des lambis. C'est écrit en français, mais c'est du créole. Ça ne veut rien dire en français. Il pêchait des lambis. En créole, ça veut dire, bon, il dodelinait de la tête. C'est ça. Donc, pour le 4e siècle, on trouve beaucoup plus de termes créoles. Mais Malemort est écrit en créole du début à la fin. J'ai étudié Malemort. J'ai fait une présentation de Malemort dans les années 80. Je ne m'étais pas rendu compte, non, dans les années 70, je ne m'étais pas rendu compte que Malemort était écrit en créole du début à la fin. Et c'est dernièrement qu'en relisant Malemort, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça parce que Malemort regorge de créolisme. Des créolismes qu'on nous reprochait quand nous étions au lycée, quand nous étions en classe. Mais Malemort regorge de créolisme. Il regorge de termes qui renvoient à l'univers martiniquais. Par exemple, il y a un 2e chapitre où un cochon s'échappe, casse tout, etc. C'est un cochon planche. À un moment, il dit la planche. Bien sûr, personne ne va comprendre ce que ça veut dire. Il faudrait que je trouve la phrase. La planche fait ceci. Non, c'est le cochon planche. De même, le 1er chapitre commence par une descente de corps. On dit que le cadavre et le mort, plutôt pas le cadavre, le mort est porté sur des torches. Il faut être créolophone pour savoir que torche, ce n'est pas un flambeau. La torche, c'est l'espèce de coussinet. Mais tout Malemort est écrit en créole. Mais ce n'est pas le créole auquel on s'attendrait. Il utilise des créolismes, ce qui était interdit à notre époque. Par exemple, il ne dit pas « il est ici », il dit « il est ici là ». Ici là, c'est du créole. C'est un créolisme, c'est du créole. Mais c'est vrai. Et c'est ça l'art d'Édouard Glissant. Dans Malemort, il se dit « bon, je veux rendre compte du réel de mon pays ». D'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'il a créé l'Institut martiniquais d'études, où j'ai eu la chance de travailler pendant 40 ans. Donc, il dit que je veux rendre compte du réel de mon pays. Or, pour rendre compte du réel de mon pays, il faut que j'ai un langage approprié. Et ce langage approprié, ce n'est pas le français de France, ce n'est pas le français de Racine, ce n'est pas le français de Hugo, parce que nous n'avons pas, et Hugo c'était un de ses auteurs préférés. Donc ce n'est pas avec ce français-là que je vais rendre compte du réel martiniquais. Il faut que je rende compte du réel martiniquais avec un langage approprié, un langage qui soit un langage, comment dirais-je, construit, bâti, né de notre histoire. Tu parlais du gouffre, de ce gouffre dont nous avons émergé. Notre histoire faite de l'esclavage, de la déportation, du transport de morts, utilisez le mot que vous voulez. Donc, Malemort, d'ailleurs, le titre Malemort, c'est du français, Malemort, mais c'est aussi du créole. Quand j'étais jeune, j'entendais souvent les grandes personnes dire « en Malemort, point ». Mais disons que, bon, Malemort, on va le prononcer en français Malemort, mais un bon créolophone va entendre Malemort. Hein. Donc, Malemort, c'est le titre. Hein. Et le dernier mot du roman, c'est Koutla. Le roman se termine, donc ça commence par une descente de corps, et ça se termine, mais il est très important de faire attention aux années. Hein. Ce n'est pas un roman linéaire. Hein, les dates se mélangent, 1940, 1939, 1950, 1974. Le dernier chapitre, c'est un chapitre situé en 1947, et le dernier mot de ce roman de près de 300 pages, c'est Koutla. Et ce n'est pas par hasard qu'il termine sur Koutla. D'ailleurs, tu parlais du discours antillais. Dans le discours antillais, il y a un glossaire, et dans ce glossaire, il explique que Koutla, c'est un outil agricole, mais c'est aussi une arme. Et parfois, cette arme est utilisée dans une violence sans cause. C'est-à-dire, maintenant, on utilise des armes à feu,
Mais à notre époque, avant, c'était le coutelas qu'on utilisait. Donc, il faut se méfier des romans de Glissant, parce qu'il nous prend souvent au piège. Merci à vous. À toi, Juliette, parce que la dimension Malmort, c'est vrai qu'il n'y a pas la présence du peintre, mais ça se complète. Et le fameux temps spirale, quand tu disais que les dates, oui, c'est ça. c'est la vision aussi qui est à l'œuvre dans le mouvement aléatoire. C'est non seulement le temps en spirale, mais c'est le temps éperdu. Ce n'est pas un temps linéaire. Sauter de roche en roche. C'est ça. C'était de roche en roche. Mais en tout cas, je vous remercie. Merci pour votre présence. Merci pour les échanges. Et puis, je suis contente d'avoir pu partager un peu. C'est une synthèse, mais il y a tellement à dire. Vous voyez que je vais me déborder, je suis allée jusqu'à 1 heure. Mais ça foisonne. Ça foisonne et ça a été pour moi vraiment, je dirais un peu un travail. Je l'ai fait avec jubilation. Voilà. Alors je vous remercie. Et puis j'espère à très bientôt. Merci.